Et bonjour, bienvenue sur le podcast Solo to CEO. Je suis Aurélia, l'hôte de ce podcast et également Online Business Manager. J'aide les infopreneurs à croître en les déchargeant de la gestion opérationnelle et stratégique de leur business pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui les fait kiffer et sur des projets de valeur ajoutée. Et aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai l'honneur de recevoir Joris. Joris de Meraxia. Joris, comment tu vas? Ben écoute, très bien. Merci beaucoup Aurélia pour l'invitation et de pouvoir partager un petit peu ce qu'on fait au quotidien. Trop bien, mais merci à toi. Écoute, je vais te laisser tout simplement te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Ok, ben écoute, alors aujourd'hui j'ai trois casquettes principalement. La première qui est ma casquette initiale d'investisseur immobilier, plutôt côté investissement immobilier locatif, depuis maintenant plus de 5 ans. Une deuxième casquette depuis un peu plus de 2 ans aujourd'hui, qui est le côté plutôt marchand de biens, donc c'est plutôt de l'achat, la revente sur l'immobilier. Donc ça, c'est des casquettes que je garde toujours aujourd'hui. Je continue à faire des projets. Et là maintenant, depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, j'ai développé, donc comme tu le disais, Meraxia, qui est une société d'accompagnement, de mentorat sur l'investissement immobilier, donc qui permet à des personnes, du coup, qui étaient un peu le moi d'il y a 5 ans, de se dire ben, par quoi je commence, quel type de bien, comment je fais, la fiscalité, on a toujours 10 000 questions, à bien comprendre comment mettre tout ça en place et ensuite à les accompagner pour qu'ils puissent eux-mêmes trouver les projets, les mettre en place, mais surtout être rassurés, être accompagnés sur ces étapes-là. D'accord. Donc aujourd'hui, en résumé, tu as trois business finalement. Ouais, Tu as le business marchand de biens, tu as aussi donc un parc immobilier que tu exactement. gères en locatif. J'ai vu que tu avais une cinquantaine de logements, c'est ça? C'est ça. On a à peu près aujourd'hui, il doit nous rester 35 à 40 logements locatifs Ouais. qu'on gère nous tout de notre côté. Et après, sur le marchand de biens, c'est des biens qui vont rester 6 mois dans nos mains. On doit avoir une quinzaine de biens en marchand de biens aujourd'hui qui sont en cours de revente. D'accord, très bien. Donc marchand de biens, c'est ça, c'est tu achètes des biens que tu vas rénover, que tu vas retaper pour les revendre après et faire Alors, une pas plus-value dessus. forcément rénover, c'est juste créer de la valeur. Donc, certains, on a créé la valeur parce qu'on a acheté bien moins cher que le marché grâce au Voilà. réseau, grâce au contact. D'autres, c'était en rénovant, bien évidemment. D'autres, c'était ben, parce qu'une succession, parce qu'on a peut-être détaché le terrain, créé une nouvelle chambre, etc. Moi, je suis plutôt de l'avis d'acheter bien moins cher que le marché. Donc, c'est beaucoup par mon réseau. Et c'est des biens qui, naturellement, sont déjà plus bas que ce que ça vaut. Et donc, même sans faire de travaux derrière, on peut le revendre plus cher. D'accord. Donc, comme tu l'as dit, pour trouver ces biens rares Ouais. à retaper, notamment, c'est via ton réseau. C'est du off-market, C'est, en fait. aujourd'hui, c'est exactement, c'est que le réseau, mais réseau vraiment très proche. C'est pas l'agent immobilier du coin Voilà. qui, de temps en temps, a un bien. Hmm. C'est vraiment un réseau où il sait que s'il a un bien de ce type-là, moi, je cadre beaucoup le type de bien, il m'appelle en premier. Et si ça m'intéresse, on va dessus. Sinon, il peut après aller le proposer à d'autres personnes. D'accord, très bien. Et tu as toujours été dans l'immobilier avant, tu étais salarié, c'est ça? À la base, je suis Ah oui. ingénieur chimiste, et j'ai travaillé pour des projets pétroliers. Je gérais des projets pétroliers un peu partout dans le monde. Donc, j'ai vécu 3 ans au Brésil, un an au Nigeria. Je gérais des bateaux en mer en Égypte aussi. Donc, on gérait des projets entre 500 millions et 3 milliards à peu près. Et j'étais un peu le bras droit du chef de projet, un peu le bras droit opérationnel des chefs de projet. Donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup appris aussi. Et c'est au moment où on m'a dit, bah, écoute, c'est bien, mais là, tu vas trop vite dans l'évolution de la société. Tu es trop jeune pour qu'on te continue à te faire des promotions en termes de grade. Attends 2 ans et on verra plus tard. Et là, ça m'a fait un déclic. J'ai dit, bon, moi, j'ai plutôt le côté où ça me plaisait, j'y passais du temps, un peu le côté méritocratie. Bah, là, d'un coup, je me suis dit, OK, en fait, on n'est pas dans les mêmes valeurs. Je me suis rendu compte que j'étais juste un peu un pion dans une boîte, même si j'avais énormément d'avantages, c'était hyper intéressant. Et c'est là où je me suis dit, je vais continuer, mais à une vision 5 ans, 10 ans, il faut que je me crée autre chose à côté pour pouvoir avoir le choix demain si j'ai envie de ben, continuer de voyager, travailler à l'étranger, etc. Je ne sois pas dépendant en fait d'un salaire. C'est plus me dire, je peux choisir le job qui me fait plaisir ou créer quelque chose qui me fait plaisir et que le côté financier soit finalement qu'un aspect secondaire. Et, euh,
Et aujourd'hui, à l'époque, et encore plus aujourd'hui, pas forcément, j'avais 20 000 euros d'épargne, j'ai pas 100 000, 200 000 euros d'épargne. Ça, l'immobilier est quelque chose qui permet de faire un effet de levier en termes de création de patrimoine assez fort. Et donc, j'ai commencé là-dessus. En 2019, c'est ça? Tu as commencé? Exactement, on a vraiment commencé en 2019, parce que jusqu'en 2018, j'étais à l'étranger. Et en 2018, je me suis dit, allez, là, je me focus full immobilier en parallèle du salariat, etc. Je repars pas en expatriation. Donc je me suis un peu empêché de partir en expatriation pour rester en France, développer ça en me disant, je développe 2, 3 ans et après, ça me crée quelque chose et après, je verrai ce que je fais derrière. Et donc, en 3 ans, avec mes parents, on a fait une trentaine de projets, 35 projets, je crois, 35 biens immobiliers. D'accord, donc tu l'as pas fait en nom propre, tu l'as fait direct en société? J'ai de tout. J'ai des sociétés, pour ceux qui connaissent un peu, SCI Alière, SRL de famille, SCI LIS. J'ai fait du nom propre, j'ai revendu, j'ai racheté. Je dois avoir 4 ou 5 sociétés immobilières, je pense, aujourd'hui. En fait, en fonction du bien immobilier qu'on trouvait, de la stratégie, de là où c'était placé, etc., je choisissais où est-ce que je le mettais, qu'est-ce qui était le plus intéressant pour moi à ce moment-là de l'intégrer. D'accord. Et c'est que en France ou tu t'es lancé également à l'étranger? Alors, j'avais réfléchi pour acheter au Brésil, puisque pays un peu de cœur où j'ai vécu et je parle aujourd'hui Hmm. la langue. Le problème, c'est qu'à l'étranger, dans 90% des pays, on n'a pas d'effet de levier bancaire. Donc, en fait, aujourd'hui, si j'ai 100 000 euros de côté, en France, je peux emprunter 1 million. À l'étranger, je peux acheter que à 100 000. Donc, même si le rendement est plus élevé à l'étranger, peut-être à 20%, en fait, le rendement par rapport à l'argent que j'immobilise, il est beaucoup plus bas. Au niveau de Donc, l'effet levier du crédit, t'es limité. exact, mais tu peux pas emprunter à l'étranger. Ouais, c'est Quasiment pas. ça Il y le a très problème. peu de pays où tu peux emprunter, donc tu finances cash. Donc tu as quand même une grosse prise de risque si demain Hmm. le bien perd en valeur, etc. Et en termes de scalabilité, finalement, tu es, très limité. Donc ce Ouais. sera plus peut-être dans 2, 3 ans, un truc un peu plaisir à l'étranger, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, si j'ai de l'argent de côté des projets qu'on fait, je préfère le réinvestir et faire grossir avec l'effet de levier. D'accord. Superbe. Et qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ce troisième business qui est la partie formation, coaching? Ce qui m'a motivé, ça a été 3 facteurs. Le premier, c'est que pendant 2, 3 ans, 2019, 2022, j'ai pas mal géré en parallèle l'immobilier, le salariat, etc. Et à un moment donné, on a fait beaucoup d'immobilier très rapidement, donc ça m'a pris pas mal de charge mentale de mettre tous les process en place, tout mettre, etc. Et j'étais à moitié sur le boulot, à moitié sur l'immobilier. Et en fait, j'étais ni dans l'un ni dans l'autre. En fait, t'es un peu entre deux et c'était pas qualitatif de l'un côté ou de l'autre. Donc, je commençais déjà à me dire, mais de toute façon, financièrement, avec ce qu'on a en IMO, je peux me permettre un peu de lever le pied. Et je m'étais dit, au pire, je me mets à 50% à mi-temps. Ça me laisse vraiment le temps d'avoir mes journées immobilier pour tout gérer, tout mettre en place, etc. Jusqu'au moment où après, ça va tourner. Et à côté, comme ça, j'ai mes journées boulot où je peux vraiment être concentré sur ça. Et en fait, au fur et à mesure, j'étais en train de réfléchir sur ça. En 2021, post-Covid, pas mal d'événements immobiliers. J'habitais à Paris. Et tous les mois, je participais à des événements où il y avait 20, 30, 40 personnes qui investissaient ou souhaitaient investir dans l'immobilier. C'était des petits apéros. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui étaient un peu le moi d'il y a 3 ans, de 2018, qui étaient un peu en train de chercher mon premier projet ou mon deuxième projet qui bloquait parce que pas de méthode de travail, pas de stratégie ou peut-être des croyances sur certains points. Et je me suis dit, mais aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je suis sûr que ces personnes-là, si je les prends 6 mois sous mon aile, je suis sûr à 80% que dans 6 mois, elles ont trouvé le prochain bien et que ça les débloque après psychologiquement pour enchaîner, pour continuer. Et donc, en discutant, il y en a qui m'ont dit, franchement, si tu lances ça, vu ton expérience, vu ton expertise et vu ce que tu fais toi, moi, je te suis. Et donc, en fait, j'ai commencé à créer un groupe comme ça. Et là, je me suis dit, OK, attends, j'avais déjà pas assez de temps. Et donc, du coup, je me suis dit, là, à 3 mois, le temps de tout mettre en place, il faut que je quitte mon boulot, ce qui avait déjà été un peu commencé à être prévu. Et c'est ça qui m'a fait un peu le déclic en me disant, il y a la demande, ça me plaît, parce que moi, je formais aussi dans ma boîte les personnes qui entraient dans l'entreprise. C'est moi qui les formais, donc ce côté formation, transmission, je l'ai toujours eu. J'ai une expertise, il y a la demande et ça me fait plaisir de pouvoir les aider, de pouvoir aider à changer un peu des vies finalement de certaines personnes. Et je me suis dit, allez, je me donne un an, je tente.
Et au pire, au bout d'un an, si vraiment financièrement, je vois que ça marche pas ou que ça me plaît plus et que j'ai besoin de reprendre un peu un boulot, je sais qu'avec un diplôme d'ingénieur et l'expérience que j'avais, je pourrais retrouver quelque chose facilement. Bon, D'accord. honnêtement, au bout de 6 mois, au bout de 6 mois, quasiment tous les élèves que j'avais accompagnés ont acheté. Il y en a de nouveaux qui m'ont demandé. Donc, je me suis dit, ben, ça me plaît, il y a de la demande et autant rester sur ça. Alors, question vraiment de débutante hein, dans le Mm. secteur de l'immobilier. Dis-moi un petit peu, bah, pour les gens qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier, au bout de combien de, je sais pas combien, si on peut parler en nombre de biens, peut-on vivre de l'immobilier pleinement? Peut-on être indépendant financièrement? Alors, moi, j'ai toujours dans la vision, contrairement un peu à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, pour moi, il ne faut pas avoir une idée de vivre de l'immobilier parce qu'en fait, l'immobilier n'est pas fait pour être des revenus actifs. C'est-à-dire que ce n'est pas des revenus qui vont te permettre normalement d'avoir des vraies rémunérations. Surtout que là, tu es souvent rapidement obligé de passer en société. Donc, l'argent, il appartient à la société, etc. Et ce qui va se passer, c'est que, en gros, quand tu commences à avoir pas mal de biens, l'objectif, c'est de se dire, je prends un exemple, moi, j'avais 5 000 € par mois de salaire, 4 000 € net, je crois, par mois de salaire. Mais en fait, via l'immobilier, les 4 000 € par mois en salaire me demandaient 150 heures par mois de mon temps. Là, en immobilier, ben, je me dis, même si je gagne finalement, je gagne plus, mais si je m'étais dit, en fait, à partir de 2 500 € par mois, mais contre 5 heures par mois de mon temps. Et donc, en fait, c'est plus ce ratio un peu taux horaire qui dit, j'ai une base financière qui me permet d'avoir un matelas de sécurité qui tombe tous les mois, etc., contre quelques heures de gestion. Mais à côté, je récupère 100, 130 heures de mon temps pour peut-être voyager un peu, bouger un peu, etc. Mais souvent, les gens qui ont cet état d'esprit d'investir dans l'IMO, ils ont un peu un état d'esprit entrepreneur aussi au fond. Et ils vont se dire, en fait, le temps que je me suis dégagé, je vais développer autre chose, je vais travailler dans quelque chose qui me plaît, peut-être qui est moins rémunérateur, mais qui me plaît beaucoup plus, ou développer des projets entrepreneuriaux. Et à ce moment-là, en fait, ils se rendent compte que c'est plus ça aussi qui va les aider à vivre, à s'épanouir que l'immobilier pur, ou certains dans l'immobilier passent marchand de biens. Et donc là, en faisant l'achat-revente, on a des marges qui vont être de 50 000, 100 000, 200 000 par projet, mais qui sont instantanées. Le locatif, c'est plutôt long terme, et le marchand de biens, ça va être plus instantané, mais grâce à l'expérience au réseau qu'ils ont fait pour le locatif, ils vont pouvoir plus facilement passer sur du marchand de biens et, euh, et donc en vivre réellement. Après, nombre de lots, entre guillemets, ça ne veut rien dire parce qu'il y en a qui peuvent être très très rentable comme la location courte durée, mais qui demande énormément de temps, de gestion, de charges, etc. Donc en fait, tu peux avoir un bien qui dégage 1 500 € par mois ou en avoir 50 qui dégage que 500, mais tu as 4 millions de patrimoine à côté. Ouais, ouais, carrément. Et ouais, trop bien. Donc, par rapport à ces trois business que tu as aujourd'hui, comment est-ce que tu peux nous partager un petit peu ta vision au niveau perso, hein, ce que ça va te permettre à toi de peut-être de faire, mais aussi au niveau pro? Où est-ce que tu veux les amener, ces business-là? Alors sur le locatif, aujourd'hui, je garde plutôt en veille de fond, c'est-à-dire qu'on gère tout ce qu'on a, on gère tout nous-mêmes, on n'a pas d'agence, etc. On a vraiment des process de délégation. On n'est jamais sur le terrain. Par contre, on a vraiment des process. On a une personne qui nous fait toutes les visites, les états des lieux, etc. Là, l'objectif du locatif, c'est qu'aujourd'hui, on a des nouveaux projets qui pourraient rentrer, mais en fait, l'énergie pour aller chercher un financement, gérer les travaux, etc., pour avoir peut-être 500 ou 800 € de plus par mois, c'est pas là où mon temps maintenant aujourd'hui le plus valorisé. Donc celui-là, on le garde, on le gère très bien, on essaie d'optimiser, etc. À côté de ça, le parti marchand de biens, c'est quelque chose qu'on garde un peu de côté, où là, je vais plus travailler avec des apporteurs d'affaires qui, dès qu'ils ont des projets, plutôt que moi, passer du temps à chercher, à creuser, à démarcher partout, l'idée, c'est plutôt de se faire référencer auprès de personnes qui sont agents IMO, qui sont apporteurs d'affaires, etc. Comme ça, dès qu'ils ont quelque chose qu'ils ont déjà, eux, filtré, qui est intéressant, ils nous l'envoient, et nous, là-dessus, on peut continuer. Donc là, on est potentiellement sur plusieurs projets sur 2025 et aussi avec les élèves que j'accompagne sur la partie accompagnement du coup Meraxia, qui évoluent et qui veulent faire un peu de marchand de biens, mais qui savent pas trop comment se structurer. Là, potentiellement, on a un premier projet auquel je devrais m'associer sur une élève qui, elle, pour elle, c'est 1 million, donc c'est vraiment très gros, etc. Mais du coup, moi, de mon côté, je sais que le financement, on peut l'avoir facilement. La stratégie, la revente, etc., j'ai l'habitude. Et donc, je préfère aller m'associer avec des personnes qui vont gérer l'opérationnel sur la partie marchand bien.
Et là, l'idée, c'est plus se dire, j'ai vraiment dans les trois casquettes un focus, vraiment un business Meraxia jusqu'à 2026 à peu près. Donc les autres tournent et on fait des projets de temps en temps. Et après, l'idée, c'est potentiellement au fur et à mesure, je sors de l'opérationnel vraiment pur de Meraxia et on peut remettre de l'énergie et du focus sur la partie marchand de biens. Donc ça, c'est sur les deux casquettes vraiment pure IMO. Sur la casquette vraiment Meraxia, accompagnement, formation. Là, la vision, en fait, c'est que toutes les personnes qui étaient un peu le moi d'il y a 5 ans en disant j'ai un petit peu d'épargne, j'aimerais me lancer dans l'immobilier, je ne sais pas trop vers quoi, mais sur une vision un peu moyen-long terme, mais sache qu'on existe et qu'on puisse les aider, que ce soit sur un premier appartement, un immeuble. On a certains, ils ont fait 5 immeubles. Peu importe, l'idée, c'est qu'on puisse accompagner au moins sur un premier déclic ensemble et ensuite derrière de pouvoir les suivre sur le moyen, le long terme, sur des nouveaux projets. Donc voilà, la vision, c'est vraiment de se dire j'en ai plein que je vois qui me disent ah ouais, mais je suis bloqué pour ça. Mais je dis, non, en fait, c'est juste une croyance un peu limitante. Tu penses que tu es bloqué par rapport à ça, mais il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui et donc de pouvoir les aider, que ce soit même via du contenu gratuit ou la partie formation, accompagnement, c'est de se dire pour moi, chaque personne devrait investir un peu dans l'immobilier parce que ben, au bout de 10 ans, 15 ans, c'est un bien qui est presque payé et il prend de la valeur aussi. Donc, Trop bien, super. Et est-ce que tu veux nous partager justement bah, tes objectifs pour d'ici la fin de l'année 2025? alors, pour moi, mettre un objectif, c'est se mettre un plafond. Ouais. J'ai un peu cette vision, cette réflexion de me dire finalement, j'ai pas forcément d'objectif parce que je me dis si je mets un objectif, c'est-à-dire que je me limite à ne pas aller au-dessus, entre Mhm. guillemets. Euh, Là, en fait, c'est plutôt vraiment en fonction de la vision, en disant voilà, nous, on aimerait, par exemple, pour l'accompagnement Meraxia, l'objectif, c'est que les équipes soient autonomes à la fin de l'année. Donc, on est 14 maintenant dans l'équipe, soient autonomes. Il y a différents pôles qui puissent commencer à travailler entre eux, que moi, je sois plus finalement le point central d'information entre les personnes. Ça, c'est l'objectif principal, puisqu'on commence à structurer. Il y a des process que si demain on doit intégrer une nouvelle personne, mais que rapidement ils comprennent les valeurs et comprennent les process de l'entreprise. Ça, c'est côté structure interne. Qu'on garde notre niveau de qualité sur l'accompagnement. Aujourd'hui, on a plus de 80% de taux de réussite, ce qui est assez énorme sur de l'accompagnement immobilier. Donc, on grandit, mais moi, c'est l'idée, OK, on grandit, mais on garde la même qualité sur le taux de réussite de nos élèves. Ça, c'est le point du coup côté élève et customer. Et après, côté développement, là, on a un objectif à quasiment 1 million cette année en termes de chiffre d'affaires. Et donc, on serait du x2 à peu près par rapport à l'année dernière. Mais l'idée, c'est de dire, ben, en fait, c'est OK, on fait x2, mais personne dans l'équipe est dans le rush. Alors oui, on aura peut-être des petites phases de rush, de mise en place, mais on ne soit pas à bosser 20 heures par jour ou 15 heures par jour là-dessus. Seulement se dire, on monte par palier, petit à petit, palier de croissance, palier de structuration, et pour se dire que dans 3 ans, on est encore là. C'est surtout l'objectif, c'est de se dire, OK, on fait x2, x3, mais on sait que c'est pas juste du court terme et du one shot, on est vraiment sur une vision long terme. Et une croissance sereine. Hmm. Exactement. Ce que j'aime bien, j'ai appelé ça l'année dernière, j'ai appelé ça l'hypercroissance sereine. C'est ça. C'est dire, en fait, on grandit. L'année dernière, on a fait x4. Voilà. Enfin, comme c'est que la deuxième année du coup qu'on existe, donc Oui. on a fait x4 l'année dernière. Mais ça, c'est pas forcément ressenti en mode en fin d'année, on est lessivé, on a plus d'énergie, etc. Au contraire, on s'est dit, ah ouais, on a pris du recul. Ah ouais, mais finalement, ce qu'on avait prévu en début d'année, on a réussi à le mettre en place étape par étape, de projet de 3 mois en 3 mois à peu près. Et mais du coup, c'est cool. Maintenant, on s'appuie un peu sur ça, on prend les retours d'expérience opérationnels et on essaie de monter au niveau au-dessus. Trop bien. Et justement, tu as parlé d'équipe, on va revenir après dessus, mais est-ce que tu te rappelles du moment où bah, tu es passé justement, si on prend juste le business Meraxa, coaching, accompagnement, est-ce que tu te rappelles du moment où tu étais indépendant, seul, à je commence à m'entourer justement d'une team? Est-ce que tu te rappelles des signes déclencheurs? Ouais, alors il y en a eu deux. Le premier, hors trois, on va dire. Euh, le premier, c'est, bah, j'étais un petit peu tout seul
Et je rencontre une amie plutôt dans l'immobilier qui me dit, ah, j'ai un alternant, une alternante, c'est cool parce que ça te permet d'avoir quelqu'un qui peut être opérationnel avec toi, te filer un peu un coup de main. Et financièrement, comme tu as des subventions, ben, ça te permet de te dire, bon, ok, je prends, mais la boîte, elle tourne pas forcément encore très bien et de pas payer quelqu'un très cher non plus au départ. Et toi, en contrepartie, de former la personne. Et donc, c'était un premier déclic en me disant, mais finalement, j'ai pas besoin de prendre un salarié à 3 000 € par mois. J'ai pas besoin de trouver un freelance pareil ou qui va être très cher sur une opération, sur quelque chose qui est régulier. Donc ça, c'était un peu le premier déclic en me disant, ben, je peux commencer à m'entourer un petit peu à moindre coût pour voir un peu ce que ça donne. Parce que même moi, au début, je me suis dit, je lance la boîte, mais est-ce que dans 2, 3 ans, j'aurai toujours envie de faire ça? Est-ce que ça va vraiment me plaire ou pas? Donc c'était le premier déclic. Le deuxième, ça a été, du coup, avec cet alternant-là, de me dire, on faisait toute la création de contenu, parce qu'on savait que bah, du coup, pour être un peu visible sur les réseaux sociaux, on faisait beaucoup de création de contenu sur Instagram. Donc, on faisait 15 posts par mois à peu près. Et là, on s'est rendu compte que ça prenait quasiment 50% de notre temps, que ce soit à lui en termes de réflexion, de création, d'idées, etc. Et puis à moi, un peu de validation, d'ajustement. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, oula, ça prend quand même pas mal de temps dans, dans notre charge mentale, notre opérationnel. On n'était pas non plus les meilleurs sur ça. Moi, je suis pas très marketing, copywriting, etc. Et c'est là où je me suis dit, bon, est-ce que c'est pas temps maintenant de le professionnaliser? Je voulais avoir une image vraiment pro et je me dis, ben, l'image que va ressortir de mes posts, il faut que ça soit aligné avec ce que moi je veux vendre aussi derrière. Et donc là, j'ai premier recrutement donc d'une copywriter à ce moment-là et qui m'a bien déchargé parce que bah, elle, c'est son boulot. En plus, elle investit dans l'immobilier, donc elle a le côté technique aussi. Ça a été vraiment le gros déclencheur en me disant, OK, c'est cool. OK, oui, c'est une dépense, c'est une charge. Mais en fait, moi, ça me fait récupérer beaucoup de temps qui me permet d'aller développer d'autres choses à côté. Et le troisième déclic, donc là, on était deux, trois pendant quasiment 6 mois, un an. Mhm. Et le troisième déclic, ça a été du coup avec mon coach de Squared, où je lui mets un peu la vision 2024, je lui pose un petit peu comme ça sur tout 2024. Et donc, il voit tous les différents projets, bah, ça reste cohérent, recrutement, développement, recrutement, développement. Et là, il me dit, c'est cool, mais enfin, tu vas pas faire ça non plus tout seul. Euh, enfin, il faut à un moment donné quelqu'un qui te file un coup de main. Et c'est là où on a basculé avec l'intégration d'une COO, du coup, une bras droit, entre guillemets, qui, depuis, m'aide à structurer tous les projets. Moi, j'ai un peu les idées de ce que je veux mettre en place par rapport à ce que je trouve intéressant pour l'entreprise, pour les élèves qu'on accompagne. Et à côté, ben, du coup, j'ai une personne qui m'aide à vraiment intégrer et transformer ça en mode projet et à suivre que les projets, avancent correctement aussi. Donc, ça a été un peu un déclic en me disant, bah, c'était mon rôle, moi, quand j'étais en gestion de projet pétrolier, c'était moi qui étais un peu le bras droit et qui me gérait tout l'opérationnel. Et de me dire, ben, là, maintenant, je suis dans l'autre poste. Et si je veux, en fait, finalement, aller aussi vite, parce que j'aurais pu le faire, hein, la vision, tranquillement, petit à petit. Mais rapidement, je me suis dit, ben, finalement, qu'est-ce qui me plaît et où est ma vraie valeur? Et ma valeur, elle est vraiment dans la visibilité, entre guillemets, mon réseau de personnes la légitimité des personnes qui me connaissent et dans le côté, on va dire, plus vision, de trouver des nouvelles idées pour la boîte. Trop bien. Donc, en fait, tu as commencé, donc, pour résumer, à déléguer à un alternant, ensuite, donc, à une copywriter, Ouais. ensuite, bras droit, COO. Et là, aujourd'hui, et ensuite, comment vous avez développé l'équipe? Alors, il y a une petite étape entre la copie et la bras droit, c'est que ensuite j'ai intégré des coachs parce qu'en fait, à chaque fois, Oui. pour la partie délégation, ce que je me dis, c'est si demain on veut faire x2 ou x3, quels sont les goulots d'étranglement et comment on peut les enlever et surtout les anticiper, parce que c'est pas d'attendre qu'on soit bloqué. Et donc là, rapidement, je me suis dit, ben, c'est bien, on avait 3 élèves par mois, on atterrit 3 élèves par mois. Et je me suis dit, ben, si demain on veut passer à 6, c'est de l'opérationnel pur. Moi, sur la livraison, sur l'accompagnement, le coaching, je ne peux pas le faire tout seul. Donc, j'ai besoin d'être entouré. Et surtout que moi, des personnes qui sont assez avancées dans l'immobilier, j'ai une vraie valeur à les accompagner parce que je suis encore un niveau dessus, j'ai vraiment l'expertise, etc. Mais des personnes qui démarrent sur un premier projet immobilier, par exemple, assez simple, mais il y a des personnes, enfin,
je peux les accompagner, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas forcément énormément de valeur à leur apporter par rapport à quelqu'un qui serait peut-être un peu en dessous de moi en termes de technique immobilier et qui pourrait les accompagner tout aussi bien que moi. Et donc, j'étais déjà dans cette réflexion-là. Et puis, en parallèle, j'ai un couple d'élèves que j'accompagnais depuis 6 mois, un an à peu près, qui avaient bien carburé en termes de projet IMO, qui, quand il y avait des questions dans les groupes de discussion, ils répondaient, j'avais rien à rajouter. Je me suis dit, attends, ils sont hyper motivés, ils avancent, ils ont tout compris dans ma vision, dans la technique IMO. Bah, en Profil plus, je m'entends idéal. bien. En plus, pour la petite anecdote, ils sont de mon ancienne école d'ingénieur aussi, avec, bon, ils sont beaucoup plus jeunes, mais on a fait la même école, un peu, tu sais, quadrillé un peu pareil. Et je me suis dit, bah, c'est un signe, tu vois, à un moment donné. Donc, je leur ai dit, bah, écoutez, moi, je sais qu'à un moment donné, peut-être dans 6 mois, on va doubler, enfin, j'aimerais avoir plus d'élèves. Ça va être moi le point bloquant sur l'accompagnement. Est-ce que vous, ça vous tenterait de commencer à prendre un peu la main? Vous inquiétez pas. Je vous aide aussi, je vous accompagne parce que tu as un peu le stress. Dis, attends, moi, je suis élève, comment je vais devenir coach? Quelle est ma légitimité là-dessus et tout? Et donc, petit à petit, on a fait, voilà, ils ont pris les coachings collectifs avec moi, ils ont pris la main, je les ai rassurés. Quand il y a, j'ai dit, de toute façon, je suis toujours là. Quand il y a une question, vous n'êtes pas sûr, moi, je suis là, vous m'envoyez un message, vous me taguez dessus. Et donc, ça a été le premier délégation opérationnelle. Après, j'ai recruté un webmaster, j'ai recruté des closers, et on était, ouais, à peu près 8 9 avant d'avoir vraiment la bras droit. Et là, la bras droit m'amène plutôt le côté gestion globale. En fait, on avait des personnes qui étaient surtout dans l'opérationnel, copywriting, coach, euh, webmaster, etc. Et là, l'idée, c'était de commencer à structurer avec des responsables de pôle, un responsable pôle marketing, un responsable pôle commercial, pôle coaching, du coup, livraison, et de commencer à mettre plusieurs niveaux pour dire, ben, nous, finalement, pôle un petit peu tout en haut, on est surtout en discussion avec les gens qui sont responsables des départements de chaque pôle. Et après, eux-mêmes ont, entre guillemets, des petites équipes à gérer de leur côté, ce qui permet que chacun a du contact tout le temps avec la personne qui gère le projet au-dessus. Et nous, pareil, ça nous permet de limiter notre temps en pouvant transmettre notre vision, etc., et nos idées aux personnes qui sont responsables de pôle. D'accord, par exemple, donc tu vas avoir dans la partie vente un head of sales et en dessous tu vas avoir des closers, c'est ça? Closer et setter? Exactement. L'idée, c'est exactement ça. Pour l'instant, j'ai gardé le poste Head of Sales le temps de tout structurer et puis de trouver peut-être aussi les bonnes personnes. Mais voilà, exactement, on a un côté Head of Sales, Head of Coach qu'on a appelé, une assistante au BM, du coup, côté admin là-dessus, et côté marketing, CMO, Head Marketing là-dessus. Donc, c'est ça. En fait, c'est de répartir sur 4 pôles et d'avoir des gens qui font, en fait, tous mes heads font aussi un peu d'opérationnel. Tu vois, moi, le head of sales, je fais un peu de sales. Le head of coach, il fait aussi du coaching. Et le head of marketing, il fait de l'opérationnel aussi marketing. Mais du coup, c'est un peu eux qui sont, que j'appellerais accountable, c'est-à-dire qu'ils sont responsables des KPI et des objectifs de leur pôle et qui du coup, ben, après, doivent gérer les personnes et l'opérationnel. Trop bien. Donc tu disais, au total, vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe? Alors, je saurais plus trop parce qu'on est en pas mal de changements là depuis 2 mois, mais je crois qu'on est à 14 à peu près. 14. Ok. Et donc sur les 14, tu as donc une COO au niveau Ouais. admin, gestion de l'opération, des opérations. Tu as une COO et tu as une VA qui fait aussi office d'OBM, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, en gros, on a une CEO, on a côté coach, on a un head of coach et 2 autres coachs. Côté sales, donc pour l'instant, c'est moi en tant que head of sales, et après, on a 3 closers, 4 closers, enfin, 3 closers et 2 qui font setting closing en plus. Côté marketing, on a du coup le CMO et une copywriter. Et après, côté AV, là, on vient de recruter une AV semaine prochaine qui va s'occuper de toute la partie un peu admin et customer care Ah, aussi. d'accord. Ok. Aussi, l'idée, ouais. C'est vrai, c'est d'avoir un peu un pôle un peu admin, un peu transverse. Il y a besoin de petites choses pour le marketing, pour la compta, Qui soit en pour d'autres support choses. des Exactement, différents pôles. support un peu des différents pôles, mais avec une orientation un peu, parce qu'on cherche aussi quelqu'un un peu customer care, que nous, l'idée aussi sur la campagne
qu'aujourd'hui, D'accord. on propose aux élèves on propose aux élèves des accompagnements complémentaires, puisque quand ils investissent au bout de 6 mois, des fois, ils ont encore envie de continuer à être accompagnés pour accélérer, pour aller plus vite. Et donc, nous, notre but, c'est vraiment qu'aujourd'hui, tous nos élèves qu'on a aujourd'hui, que dans 1 an, 2 ans, on puisse continuer de les accompagner, qu'ils soient toujours satisfaits de ça. Donc, Trop bien. Et comment tu t'as retrouvé, oula, je vais y arriver. Comment tu as recruté tes collaborateurs? Quels sont les critères pour toi déjà qui sont importants? Et est-ce que c'était, bon, tu as donné l'exemple des coachs qui étaient des anciens élèves, hein, mais pour les autres, est-ce que c'est la reco, du bouche à oreille? Est-ce que c'est sur des plateformes de mise en relation? Comment tu les as trouvés? alors, je suis un très mauvais recruteur. Donc, d'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent, prenez-le en considération. Euh, Maintenant, avec le recul, du coup, à quoi je fais attention? L'idée, c'est vraiment de me dire, j'ai des personnes qui sont à 100% alignées avec les valeurs de l'entreprise. Euh, Ça, c'est vraiment mon critère maintenant numéro un. Alors, il y a des postes qui sont plus techniques que d'autres. Je prends l'exemple des coachs. S'ils sont un peu formés à l'immobilier, après, sur le reste, on peut les former sur la partie technique, de coaching, etc. Les sales, pareil. Les sales, c'est de la vente, etc. On peut former des gens sur de la vente. Bon, tout ce qui va être un peu marketing, copywriting, c'est un peu différent parce qu'il faut vraiment des techniques fortes là-dessus. Donc, en fonction des postes, je vais vraiment avoir le côté valeur. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois la moitié ou plus la moitié de mon équipe sont des anciens élèves en fait. Les sales sont tous des anciens élèves, les coachs, à part une, sont tous des anciens élèves. Euh, et vraiment, c'est d'amener au maximum sur ça parce que ben, ils sont eux-mêmes déjà Ah oui, impliqués dans l'entreprise parce qu'ils sont passés par l'accompagnement depuis quelques mois, quelques années même pour certains. Donc, ils sont déjà à fond là-dessus. Donc, en termes tu vois, de motivation, voilà, de vision un peu moyen-long terme avec nous, mais ils sont à fond là-dessus. Parce que c'est vrai que des fois, avec des freelances, j'ai eu le cas où, ben, comme il y a plusieurs clients, ils vont faire leur taf, tu vois, mais pas forcément plus parce que ils sont sur plusieurs clients et c'est difficile d'amener le côté motivation, même si la technique, elle est bien. Donc, vraiment, le côté valeur et motivation pour nous, entre guillemets, nous rejoindre. Et après, le deuxième, c'est vraiment ce que j'appellerais le côté rigueur. Donc, on a beaucoup de process dans l'entreprise pour faire en sorte que chaque personne soit vraiment focus sur ce qu'elle a à faire et qu'elle n'ait pas de perdre de temps, de faire d'autres choses qui n'auraient pas forcément d'intérêt. Et, euh, et malheureusement, mais quand il y a des process dans les entreprises, le contre-coup, c'est si on ne suit pas ces process-là, on a le risque d'avoir des messages un peu dans tous les sens, d'avoir l'info qui a pas été notée au bon endroit, de perdre de l'information, etc. Et pour moi, une entreprise, si elle veut vraiment durer sur le long terme, il faut que ça soit assez rigoureux dès le début, que je prends l'exemple pour le suivi des KPI, marketing, etc. On dit voilà, on suit ça, on met dans tel fichier tous les lundis matin à 9h, etc. Comme ça, moi derrière, j'ai pas besoin de demander au directeur marketing où sont les chiffres, il y a quoi. J'ai juste à consulter le fichier et je sais que tous les lundis matins, ça a été mis à l'intérieur. Donc ça, c'est des exemples où c'est la grosse différence entre, j'allais dire, une petite structure qui vivote, qui fait un peu de chiffres et voilà, qui arrive parce qu'on fait un peu tout à droite, à gauche, donc on arrive à délivrer, à vraiment une structure qui va aller grossir, mais comme tu disais tout à l'heure, sereinement. C'est-à-dire, parce que si on grossit, qu'on n'a pas une base stable de process et de rigueur, ben en un fait, minimum de structure, voilà. on explose Hmm. en vol. D'accord, trop bien. Et ouais, donc les principaux éléments aujourd'hui que tu recherches chez tes collaborateurs, c'est l'adhésion du coup aux Ouais, valeurs de c'est ça. l'entreprise, à sa mission, et puis cette rigueur aussi qui est très importante justement pour scaler sereinement. Ouais, Et valeur, rigueur et après disponibilité aussi parce que ben, quand c'est des freelances qui ont, ou même nous du coup on a quand même aussi quelques salariés, des anciens élèves qui sont encore salariés de leur côté dans leur entreprise, c'est aussi ben, la disponibilité parce que même avec la meilleure des motivations et d'être aligné avec les valeurs et la rigueur, si hmm, derrière ils n'ont pas forcément trop de disponibilité, c'est difficile de pouvoir les embarquer puisque l'idée c'est d'avoir vraiment une vision long terme avec eux.
Ouais. Et tous ces collaborateurs qui travaillent avec toi, ils ont tous un statut, quand ils travaillent pour toi, je veux dire, hein, pas ce qu'ils font à côté. Ils sont tous freelance en entreprise et à temps partiel, ou il y en a qui Ouais. sont à temps plein chez toi? Non, non, ils sont tous à temps partiel. Après, c'est difficile d'avoir des vrais postes à temps plein, Ouais. je pense, là-dessus. Non, ils sont tous en freelance, temps partiel. Euh, mais dans l'idée, c'est que, ouais, je l'ai réfléchi en parallèle. Non, tu vois, même temps partiel, c'est peut-être 20 à 30% de leur temps, je pense, maxi sur certains postes. D'accord, donc ils ont quand même, ils servent également d'autres clients en parallèle, à côté. Exactement. D'autres Mhm. clients, ils ont aussi des fois leur propre business, ils sont aussi salariés. On a un peu tout Ouais, finalement. c'est ça. Mais dans l'idée, c'est vraiment ce qui a aussi changé beaucoup dans la partie un peu recrutement et structuration, c'est les fiches de poste. C'est des choses où on cadre finalement qu'est-ce qu'on attend de la personne, quel va être le rôle, et on met des limites parce que qu'on a aussi dans un même pôle plusieurs personnes qui travaillent ensemble. C'est important de dire qui est un peu responsable de quoi pour pas qu'il y ait de trous dans la raquette à ce moment-là. Ouais. Et du coup, si on prend l'exemple de ta COO, Ouais. comment tu l'as trouvée, elle? Parce qu'elle n'était pas dans tes élèves. Non, exactement. En fait, à ce moment-là, quand j'ai eu cette discussion avec le coach Square de dire, OK, comment je vais faire, c'est là où il me dit, écoute, moi, par rapport à ton profil de croissance et de ce que tu veux faire, etc., je pense que là, il faut aller directement, entre guillemets, taper en haut, vraiment avoir quelqu'un qui est expérimenté, qui a l'habitude, etc. Parce que moi, au début, j'avais beaucoup de personnes qui n'avaient pas trop de technique et je formais un peu au fur et à mesure. Donc ça, c'est bien pour la partie un peu opérationnelle, peut-être un peu les heads. Mais à un moment donné, là, c'était plus prendre quelqu'un qui était même meilleur que moi dans ce domaine-là, dans lequel moi, j'allais aussi apprendre et qui allait me faire gagner, alors oui, bien évidemment, sûrement beaucoup plus cher, mais qui allait me faire gagner beaucoup plus de temps sur tout le reste, en fait, derrière. Mm. Et à ce moment-là, c'est là où je suis passé, du coup, via Romain, via One Fractional, du coup, Ah oui. de Mm. Romain Collignon, qui est un peu un collectif de CEO. Alors, Ouais, moi, de base, j'ai confiance dans avoir la même vision de se libérer du temps par rapport à l'opérationnel et par rapport au fait d'être moi plutôt visionnaire et d'avoir besoin du coup de quelqu'un qui fasse l'intégration. Et après, je me dis, déjà que je suis pas très bon en recrutement, que comme tu dis, dans mes anciens élèves, j'ai personne qui avait un profil, qui avait déjà fait ça, qui avait déjà cette expérience, etc. Donc difficile. Et que souvent les bonnes personnes, enfin, qui sont d'un niveau élevé et qui ont les bonnes compétences, si c'est ça, c'est qu'elles sont déjà prises ailleurs. Donc, soit tu as un coup de chance et tu te dis, ah ben juste, il y a un client, elle vient d'arrêter avec un client, elle est dispo là. Mais moi non plus, je voulais pas attendre 6 mois, 9 mois avant de trouver quelqu'un. Dans le côté business, j'avais pas de réseau aussi pour trouver ces personnes-là. Donc là, je me suis dit, ben, je m'appuie sur eux. Et un mois après, c'était en place. Donc ça qui est top, c'est un mois après, c'était en place et un mois d'audit. Et ensuite, au bout de 2 mois, on a commencé à mettre les projets, à décupler finalement ce que moi je pouvais faire tout seul. trop bien. Et justement, tu parles de projets. Au niveau de la gestion des projets, du déploiement des projets, comment tu les gères avec ton équipe? Est-ce que c'est toi qui es le chef de projet de par ton ancienne casquette? Ou est-ce que c'est ta CEO qui a repris le relais? On a un peu entre deux pour l'instant. Moi, j'ai gardé plutôt le côté acquisition, donc marketing, sales, du coup, en termes de gestion de projet. Mm. Et pour l'instant, elle a récupéré le côté livraison, customer care, admin. Euh, dans l'idée, en fait, c'est que il y a des pôles qui sont déjà créés depuis un petit moment, qui tournent, les équipes tournent, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus simple. Elle, dans un premier temps, qu'on n'avait pas du tout d'AV, d'assistante virtuelle ou d'OBM, etc., chez nous dans le pôle admin, elle a aussi beaucoup fait d'opérationnel, de création de tous les outils. On utilise beaucoup Notion. Et du coup, elle a surtout beaucoup travaillé sur faire en sorte que, OK, c'est cool de mettre en place des projets, de gérer les personnes, de développer des choses. Mais si derrière, les outils qu'on utilise ne font pas gagner du temps aux équipes, parce que c'est un peu à droite, un peu à gauche, etc., bah, c'est dommage. Donc là, je lui ai demandé en premier temps de dire, moi, j'adore la gestion de projet, de pouvoir avoir un tableau de bord où je visualise tout d'un coup qu'est-ce que j'ai à faire, où en sont les équipes, sans avoir besoin de poser la question, de demander l'information, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Je lui ai dit, mais aujourd'hui, j'ai des trucs un peu à droite à gauche, mais j'aimerais avoir un truc un peu centralisé où on puisse tous travailler au même endroit. Donc, elle a passé pas mal de temps avec chaque équipe pour construire.
le dashboard général et ensuite un dashboard aussi par équipe, par pôle, pour derrière, on optimise notre façon de travailler. Et après, ben, moi, du coup, pour l'instant, je suis plus en lien avec les sales, puisque pour l'instant, j'ai gardé le head of sales et le responsable marketing, puisque ben, c'est un peu mon rôle finalement de visibilité, de message, et je connais ma cible et mes potentiels élèves par cœur. Trop bien. Oui, donc en fait, elle a tout basculé sur Notion. Donc Mm. voilà, pas, avec une structure effectivement par générale et ensuite par pôle. Et donc la gestion de projet, pour assigner des tâches à des personnes sur la gestion de projet, tout se passe également par Notion, c'est ça? Ouais, exactement. On a, en fait, dans les outils, on a trois outils, euh, trois, ouais, trois. Notion, c'est plutôt vraiment en mode gestion de projet. Comme tu dis, on assigne les tâches, etc. Et le mode stockage d'informations long terme. C'est-à-dire que, par exemple, la fiche de poste d'un coach, par exemple, elle est stockée sur Notion. Tout ce qui est que j'en ai besoin aujourd'hui ou dans 6 mois, on sait Mm. qu'elle est stockée sur Notion. Ensuite, on utilise Drive, qui va être plutôt du stockage documentaire. Des photos, des vidéos, des choses qu'on ne peut pas forcément retranscrire sur Notion. Stockage documentaire, on Mhm. l'a dans Drive, mais ce pas des infos qu'on a besoin de récupérer régulièrement. Par exemple, s'il y a une information sur n'importe quel pôle que j'ai besoin d'avoir un peu régulièrement, on va être plutôt sur Notion, parce que sur Drive, c'est pas quelque chose que je vais ouvrir tout le temps. Mais en fait, Drive sert juste de stockage. C'est-à-dire que l'idée, c'est que moi, demain, si j'ai besoin d'un document Drive, je ne vais pas dans Drive. Je vais dans Notion, par exemple, je me dis, ah tiens, il est où, je vais dire une bêtise, il est où le contrat, le modèle de contrat pour les coachs? Mais en fait, je vais dans Notion et j'ai la ressource modèle de contrat qui m'envoie vers un lien Drive. En fait, Drive sert juste vraiment de stockage documentaire et de modèles, des choses comme ça. Et le troisième, c'est Slack. Donc, c'est une application qui ressemble à WhatsApp, hein, de communication, où là, l'idée, c'est de se dire, mais, quand on a besoin sur de l'interaction courte, que j'appelle, c'est-à-dire que ce n'est pas une information qu'on aura besoin dans 3 mois, c'est pas une information qui doit rester dans le temps. C'est juste là, ben, tiens, est-ce que tu peux me passer, tu peux me donner accès à tel logiciel, tu peux me ça, c'est un truc un peu instantané sur Slack. Par contre, si c'est une information de me dire, ah, par exemple, même dans l'immobilier, parce qu'on utilise pareil, tu pourrais me donner le numéro de l'artisan? Non, ça, c'est une information que dans 3 mois, tu vas peut-être encore en avoir besoin. Donc, je la mets sur Notion parce que c'est une information plutôt long terme. Trop bien, trop Voilà. bien. Donc, on Et ça, essaie, c'est alors pareil, c'est de la rigueur, c'est arriver à faire en sorte qu'on ait un peu tout ce modèle de fonctionnement, mais ça permet d'avoir chaque outil une utilisation. OK. Et, euh, et par exemple, pour gérer, est-ce que tu as combien d'élèves à peu près en simultané? Ah, en simultané, en gros, là, on va être pas loin de 60. Et donc, pour Euh, les gérer, pour gérer la communauté, comment t'es ouais. passé par quel outil? Slack, on utilise Slack Ah aussi. ouais, aussi? D'accord. Ouais. On utilise Slack. Au début, j'avais WhatsApp, j'avais petit groupe WhatsApp et tout, c'était Oui, oui, cool. c'est ouais. Mais La en seule fait, inquiétude. du coup, petit groupe de 10, de 15, voilà, un groupe WhatsApp, que j'ai toujours d'ailleurs. Mais l'idée, c'était aussi, moi j'ai des process un peu dans tout, et c'était de me dire, mais ils ont mon numéro de téléphone, du coup, parce qu'on intègre dans WhatsApp, et on leur dit, voilà, c'est 6 mois d'accompagnement. Après, bien évidemment, si tu as des questions plus tard, etc., tu peux poser tes questions dans le groupe d'accompagnement et on viendra y répondre dans les 24-48 heures. Mais il n'y a plus de suivi vraiment personnalisé, de one-to-one, etc. Et en fait, malheureusement, après, c'est mes premiers élèves, c'est des amis aujourd'hui et c'est des personnes que j'accompagnerai toute ma vie s'il y a besoin. Mais du coup, tu entends, même 3, 6 mois, un an après, j'ai des personnes qui me recontactaient par WhatsApp ou qui m'appelaient parce qu'ils avaient mon numéro de téléphone, alors qu'ils Ah, auraient pu poser la question, tu vois, dans le groupe. Et donc, pour éviter ça, je me suis dit, puis pareil, ça, je préférais découvrir un peu le pro du perso et je trouvais pas intuitif parce qu'à l'époque, parce qu'il y a 2, 3 ans, il n'y avait pas forcément des canaux comme on peut avoir aujourd'hui. Il n'y avait pas le format conversation aussi. Et en fait, j'ai trouvé que Slack était hyper intéressant parce qu'on a aussi bien le format canal, donc fiscalité, travaux, etc. Et après, dans le canal, quelqu'un qui pose une question, on peut avoir le fil de discussion par rapport à ce sujet-là. Et donc, on peut vraiment facilement suivre les conversations, nous répondre.
mettre les messages en non-lus, mettre des petits tags, etc., taguer un autre coach parce que nous, on n'a pas forcément la raison. Et en fait, ça permet aussi aux élèves d'avoir un écosystème parce que la plupart, ils connaissent même pas Slack au début, hein, c'est plutôt du B2B, Slack. Euh, euh, Leur dire, ben voilà, tu télécharges ça, et ça, c'est l'application un peu dédiée pour ton accompagnement Meraxa, et donc ils savent que ben, s'ils ont besoin de poser des questions en IMO, etc., ils vont aller particulièrement sur cette application-là. Trop bien. Donc, Et donc, pour et nous, tout ça me cela, permet de centraliser. et pour toute la partie e-learning, parce que je suppose que tu as des vidéos aussi Mm, d'e-learning, en plus des sessions exact. de coaching. Aujourd'hui, on est sur System.io. On a un peu Ouais. tout regroupé sur System.io. On va tester potentiellement Go High Level, là, qui vient Hmm. de sortir, enfin, où j'ai entendu parler récemment. Donc, on va voir si on reste hébergé sur Stemio. Enfin, bon, on est en train de tester un petit peu tout ça en termes de tunnel, de marketing, de setting aussi, trouver un peu l'outil qui nous permette de passer moins de temps dans l'opérationnel et plus de temps vraiment dans la conversation ou la mise en place. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des, euh, comment on appelle ça? De ces logiciels un petit peu de communauté comme Circle, comme School, qui regroupent à la fois la partie gestion de la communauté, où tu poses tes questions et tu Ouais. as les coachs qui répondent, mais également, ils intègrent également dans le même espace une partie e-learning, et voire même avec l'accès, par exemple, au replay, le lien avec les liens Zoom pour les calendriers. Qu'est-ce que tu penses de ce type? Ouais, alors jamais testé, jamais trop regardé, donc je pourrais Ah, t'as jamais testé? D'accord. pas trop faire un retour. Moi, j'aime bien décorréler le partie vidéo de la partie question. Parce que ben, nous, la question, c'est vraiment comme, enfin, Slack, c'est comme si c'était WhatsApp, en fait, c'est vraiment une Ouais. application de discussion. Mm. Et comme nous, on est vraiment sur un accompagnement, dire aux gens, bah, attends, tu dois te connecter sur ta plateforme School pour aller poser des questions. Je préfère dire, mais tu as déjà Slack sur ton téléphone, tu peux poser Ouais, des voilà, questions à non, un c'était vraiment pour remplacer Slack, pour le Ouais. coup. C'est pas un en plus. OK. Mm, Mais non, après, on n'a jamais testé là-dessus et on a trouvé le fonctionnement qui était pas trop mal trop sur bien. ça. Et donc, tout ce qui est la gestion des process, des systèmes, pareil, c'est sur Notion. Vous les avez Ouais. stockés sur... Tout ce qui est gestion, process, en fait, c'est vraiment le but de se dire, dès que j'ai besoin de quelque chose, c'est sur Notion. Ouais, Au direct. moins, il n'y a pas, même si des fois, c'est pas le plus optimum pour certaines choses, etc., c'est vraiment s'obliger, même nous pour l'immobilier, je suis en train de mettre pas mal de choses en place, c'est vraiment s'obliger à dire, bah, si je cherche une info, si j'ai besoin de récupérer quelque chose, ou de poser même l'info, de travailler dessus, c'est sur Notion. Et toutes les équipes ont accès à Notion, Ouais. à tout l'espace Notion, où ils ont Non, un accès non, non, on limité. donne par Paul. Ah, voilà, par Paul. Mm. Non, complètement. Nous, on a l'accès avec la SEO sur tout. Et après, on a donné l'espace un peu collaboratif de gestion de projet global. Et après, on a fait pour l'instant, c'est encore en cours de construction, hein, mais on a fait une page à peu près, un espace par pôle. Et donc, chacun a son espace. Trop bien. Donc, en fait, les process, ils sont répertoriés par Paul. Mm. C'est ça, et pas centralisé dans un même endroit. Vous les avez répartis Pour par... l'instant, ils sont par pôle parce que, exactement, Mm. je prends l'exemple process onboarding d'élèves. Ouais, Bon, la personne du marketing, elle n'a pas besoin de ce process-là c'est d'onboarding ça. d'élèves. Mm. Trop bien. Et d'ailleurs, ben, tu parles de d'onboarding. Comment ça se passe l'onboarding avec Euh, les nouveaux clients? Comment vous les Alors, onboardez? aujourd'hui, c'est pas, c'est quelque chose c'est une des premières tâches de l'assistante virtuelle Customer Care, entre guillemets, nous Ouais, améliorer ça. Mais globalement, aujourd'hui, l'onboarding, on a une petite série de mails qui envoient les accès, etc. aux nouveaux élèves. Donc, c'est chaque début de mois. En fait, nous, on intègre les élèves chaque début de mois. Donc, une semaine avant, on envoie un peu les mails pour leur donner les accès, plateforme vidéo, Slack, un petit peu tout, leur rappeler. On le fait deux, trois fois parce que des fois, on voit le mail et voilà, ils cliquent pas forcément dessus. On a ça. Et ensuite, pour l'instant, moi, je fais personnellement un bilan stratégique avec chacun des élèves. C'est une sorte de petit bilan patrimonial où on va définir la stratégie ensemble pour les prochains mois, pour les prochaines années. Comme c'est aujourd'hui, maintenant, c'est mon goulot d'étranglement opérationnel, puisque bah, comme on grandit en termes de nombre d'élèves, je ne peux pas non plus tous les faire, et que certains qui ont des profils plus simples, la stratégie n'est pas non plus très compliquée. Du coup, là, je vais commencer à partir de février-mars à le déléguer aussi au coach.
Mais comme moi, j'aimerais bien quand même voir chaque personne qui rentre et avoir un petit contact quand même visuel, etc. L'idée, c'est, je pense que je vais faire une petite vidéo de groupe, de bienvenue, en disant, ben voilà, semaine prochaine, vous démarrez, on se fait une visio ensemble, une demi-heure, une heure, donc on a 10 personnes par mois en ce moment. Les 10 personnes viennent et on fait un petit tour de table, vous faites quoi, se présenter, voilà, une petite chose comme ça. Comme ça, moi, ça me permet de juste de visuellement les voir. Et après, de toute façon, j'ai accès à toutes les conversations, donc je vois un peu leurs avancées. Donc, il y a ça sur mon ligne. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est un petit package de bienvenue. Tu vois, comme on est quand même sur du haut de gamme en termes d'accompagnement, c'est de me dire, moi, mon outil 2025, un de mes KPI internes de l'équipe de 2025, c'est l'appartenance de nos élèves. C'est dire, en gros, demain, les élèves soient fiers de dire, j'ai été accompagné par Meraxia, j'ai réussi à investir grâce à Meraxia. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on l'a parce qu'on a énormément de réussite et les gens même redemandent à faire des accompagnements avec nous. Donc, psychologiquement là, mais j'aimerais un peu plus le matérialiser en leur offrant, tu vois, bon, on est sur l'immobilier, donc des porte-clés, un petit carnet de notes, etc., pour que même au bout de 6 mois, un an, ils pensent toujours à nous parce que on est présent en magnète sur leur frigo, en petit porte-clés, choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, comment ça s'appelle? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans l'entrepreneuriat qui, je ne sais même pas comment dire, minimisent, entre guillemets, le pouvoir d'expansion grâce à nos élèves, en fait. Nous, on s'est vraiment concentré sur, pendant 2 ans, c'était je veux 100% de réussite, 100% de réussite, 100% de réussite. Chaque élève qui réussissait pas, c'était pourquoi il réussit pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer, améliorer, améliorer. Et aujourd'hui, on a un produit qui est très bon à 95%. Et donc, l'idée maintenant, c'est de se dire, on a une forte communauté, on a accompagné plus de 200 élèves aujourd'hui. Sur les 200, on a plus de 180 enfin plus de 150 qui ont investi. Ben, ces personnes-là, s'ils en parlent à deux, trois personnes autour d'eux, ça, naturellement, c'est une Ben preuve oui. sociale. Ils sont eux-mêmes la preuve sociale. La personne elle va être convaincue et on aura juste à valider le profil au départ. Donc voilà, donc c'est arrivé à matérialiser un peu ça dans le process d'onboarding. Et après, moi, dans l'idée, c'est qu'il y ait tout un process, pas que de juste de onboarding, mais vraiment de suivi. On a nous le suivi avec les coachs quasiment tous les jours, mais avoir un suivi un peu plus, pas psychologique, mais un peu plus admin, ah, ben, comment ça se passe à travers l'accompagnement, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer, etc. Pour vraiment dire les gens rentrent dans un cocon, chez nous, dans un écosystème, et on puisse les aider à performer au mieux. Trop bien, trop bien. Et est-ce qu'il y a des KPI que tu affectionnes particulièrement, que tu suis régulièrement, Alors, des indicateurs clés? ouais, personnellement, je drive toute la boîte avec des chiffres. Mhm. Donc, en gros, pour moi aujourd'hui, dans une phase de croissance et saine, entre guillemets, c'est pas de faire plein de choses, faire de la pub, des webinaires, des choses, c'est se dire, je mets quelques trucs en place et au bout de 3 mois, je dois avoir des chiffres qui me disent combien ça me coûte, combien ça me rapporte et quelle est la meilleure des. Par exemple, je mets 3 actions, quelle est la meilleure des 3 actions pour ensuite me focaliser sur une des trois et pas essayer de me focus en termes de temps, d'énergie et d'argent sur les 3 actions. Aujourd'hui, les KPI, les tout premiers qu'on a mis en place, c'est les. Alors, on a deux types de KPI. Un KPI en interne, côté produit, c'est le taux de réussite de nos élèves. Ça, c'est le tout premier que j'ai mis en place, parce que c'était vraiment le développement. Et aujourd'hui, on a plus de 80%. Un autre qui est un peu plus pour communiquer, c'est le montant financé tous les mois. Là, en ce moment, on a à peu près 1 million, 1,5 million d'euros tous les mois financés par nos élèves. Donc, ça montre en fait et ça nous permet d'attirer des partenariats. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a des grosses boîtes, des entreprises de travaux, des entreprises de clés en main, de chasse, plein de B2B, entre guillemets, qui nous contactent parce qu'ils voient les chiffres qu'on fait tous les mois, enfin, que nos élèves font finalement tous les mois, et ils se disent, ah ouais, il y a du monde, ça passe à l'action, c'est sérieux, et surtout, ça duplique derrière. Après, dans nos côtés coach, on a deux KPI qui sont intéressants, c'est le nombre de visites avant d'avoir une offre d'achat acceptée. Hmm. Les élèves, ils sont à 3 maximum. Donc, au bout de 3 visites maximum, normalement, ils ont une offre d'achat qui est acceptée. Et maximum 6 semaines, entre ouais, 6 semaines pour avoir l'offre d'achat.
Donc ça, c'est côté plus livraison de produits qu'on essaie de garder parce que nous, c'est ce qu'on vend, entre guillemets. On leur dit, ben, en moins de 3 mois, normalement, tu dois avoir trouvé ton prochain projet, pas à faire 10 000 visites. Et en plus, derrière, tu récupères les clés parce que tu as eu ton financement. Ça, c'est les premiers. Et ensuite, sur la partie plutôt marketing acquisition, taux de conversion des closers. Ça, c'était le premier truc parce qu'on c'est bien d'amener plein d'appels, etc., de visio sur le closing. Si derrière, on n'arrive pas à les convertir, ben, il faut d'abord peut-être travailler le closing avant de travailler l'acquisition de clients. Et là, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est que jusqu'à il y a 2 mois, j'avais pas de publicité, j'avais pas de marketing, j'avais pas de publicité. C'était vraiment que du bouche-oreille et de l'organique Et via l'organique. Instagram. Et donc maintenant qu'on met en place du marketing, là on met en place des KPI comme le coût par lead, un peu la LTV parce qu'on vend maintenant des accompagnements complémentaires. Donc dire ben, finalement le client, l'élève, plus il reste longtemps et plus finalement notre coût d'acquisition initial il diminue aussi. Donc, euh, donc voilà, pas. En fait, moi je regarde vraiment chaque pôle, j'essaie de voir un petit peu. Qu'est-ce qui me montre que le pôle est en phase de croissance et de réussite et quels sont les indicateurs que je vais suivre et surtout tous les 3 mois à peu près de voir comment ils évoluent et surtout de faire attention parce que des fois il y a la phase de croissance mais de faire attention qu'ils ne sont pas en train de descendre non plus. Et justement, je rebondis par rapport à ça et pour tes closers, le fait parce que avoir des leads qui viennent de l'organique et du bouche à oreille, ce sont des leads qualifiés, mais Mm. via les ads, on est plus sur la prospection des prospects plutôt froids, plutôt tièdes. Est-ce Ouais. que tu as vu l'impact au niveau du closing pour les leads Alors, qui viennent des ads? on a vu l'impact sur le no-show. Ouais, Des gens qui ne aussi. se Ouais. présentent pas en appel, assez impressionnant. Et pas forcément que de la pub, parce que même des gens sur le compte a beaucoup grossi aussi sur Instagram, donc on est sorti de la sphère de gens qui absolument voulaient être accompagnés. Là, on a des gens qui se demandent si l'immobilier c'est intéressant. Donc on sort un peu de la pyramide de prise de conscience, on descend un petit peu. Et là, récemment, tu vois, c'est moi qui gère un peu l'interface des personnes qui me disent ah oui ah ben non j'ai pas vu que c'était en visio alors qu'ils reçoivent 3 SMS avant pour leur dire que c'était en visio. Ah non désolé oui j'ai eu un truc pro. Et bah, ouais ça aurait pu prévenir. Enfin bah, allez, ouais, c'est un peu bizarre. Donc là, on est en train de travailler énormément là-dessus entre marketing et sales, du coup. En fait, finalement, c'est ça, c'est dire quelqu'un qui vient de la pub, si on l'envoie directement vers un appel, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de chances qu'on soit moins qualifié. Par contre, si on le fait passer par toute une série un peu de mails, de nurturing, etc., où on va l'éduquer sur nous, notre vision, comment on accompagne. Prends un exemple, quelqu'un qui dit, ouais, moi, je veux faire le projet le plus rentable du monde, faire le plus de cash flow, etc., il vient pas chez nous. Parce que nous, c'est pas du tout cette mentalité-là, c'est une mentalité trop court-termiste de un peu des influenceurs immobiliers, réseaux sociaux. Très bien. Par contre, nous, s'il comprend qu'avec nous, il va pouvoir faire peut-être 3 4 5 projets sur l'année qui vont être plus simples à gérer et dupliquer surtout et pour enchaîner rapidement. Ouais, donc, en fait, l'idée, c'est de l'amener un peu cette vision-là de nous, ce qu'on fait, quelles sont les personnes qu'on accompagne, quelles sont nos promesses aussi et qu'on sait tenir. Pour l'idée, c'est que quand les gens prennent l'appel, ils soient déjà un peu qualifiés. Et surtout, jusqu'à aujourd'hui, souvent à l'appel, les gens disent oui, on vous fait un bilan stratégique, prenez l'appel. Non, on ne fait pas de bilan parce qu'un bilan, ça dure 4 5 heures vraiment d'analyse de notre côté. C'est vraiment leur dire, l'appel, c'est pour enfin, c'est unique, entre guillemets, uniquement si vous avez besoin d'être accompagné. Donc déjà, l'idée, c'est de dire des personnes qui se disent non, j'ai pas besoin d'être accompagné, on va plutôt le travailler en marketing, en setting, en closing. Et après, en closing, c'est la personne qui dit, OK, j'ai besoin d'être accompagné. Dites, est-ce que moi, déjà, mon profil peut correspondre à ce que vous avez l'habitude d'accompagner? Parce que nous, on sélectionne ben, que 10 personnes par mois. On a, je pense, 40 appels par mois, à peu près, 50 appels par mois. Donc, on en sélectionne 10. Et par contre, derrière, c'est après de dire, ben, OK, ben, présentez-moi ce que vous faites et quand c'est que je peux intégrer et voir si ça match entre nous, ce qu'on propose et ce que la personne a réellement besoin. Mais Ouais. oui, c'est sûr qu'on perd un peu de qualité, mais du coup, je pense que c'est juste une question d'un peu de nurturing, de marketing conversionnel. Ok. Ouais. Parce que, en fait, quand ils passent par les publicités,
Ils tombent quoi, sur une VSL, c'est ça? On a VSL, on est en train de remettre en place ici, on a VSL, on a un petit calculateur, un petit lead magnet calculateur. Et après, ils tombent sur une petite série de mails. Ils sont intégrés à la newsletter aussi, donc ils ont des contenus un peu longs, un peu techniques aussi D'accord. via la newsletter. Et l'idée, nous vraiment, la pub, c'est pas de la pub pour de la conversion, c'est vraiment la pub pour l'acquisition. Et après, vraiment de D'accord. C'est-à-dire qu'en les fait, voilà, c'est ça. éduquer. Ouais, Ouais. Ils ont pas, je veux dire, du style, ils cliquent sur en savoir plus, ils vont tomber sur une VSL et derrière, ils ont la possibilité de prendre un rendez-vous directement avec un closer. Ça, c'est ça. c'est possible. Oui, ça, parce que dans la VSL, on Hein. fait vraiment toute l'éducation, elle dure 25 minutes. Ah, voilà, c'est Donc, on ça. fait vraiment toute l'éducation à travers la Ouais. VSL. Par contre, le calculateur, quand ils cliquent sur le calculateur, ils ne peuvent pas prendre rendez-vous après Oui. le calculateur. Il y a deux, trois mails pour un peu éduquer et après, potentiellement, ils peuvent prendre rendez-vous. Trop bien. Ben Mm. écoute, on arrive déjà à la fin de cet épisode parce que c'est passé trop vite. Ouais. Je vais te laisser le mot de la fin, Joris. Est-ce que, ben, quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui souhaitent faire croître leur entreprise? Alors, je donnerai un conseil principal, c'est d'avoir plutôt une vision à 3 ans, qu'une vision, enfin, une vision un peu plutôt moyen, long terme, 3 à 5 ans, qu'une vision court terme. Euh, J'en discute pas mal avec des personnes qui se lancent et qui disent, ouais, je vais vers cette stratégie ou vers ça parce que à court terme, ça va me rapporter plus, etc. Ça, c'est bien, ça a peut-être marché 6 mois, un an et demi. Mais après, soit on va un peu exploser en vol parce qu'on sera un peu à droite à gauche à toujours vouloir le meilleur la meilleure des stratégies, à changer un petit peu tout le temps. Alors qu'en ayant une vision plutôt à 3 ans, en disant, OK, comment je veux mon produit, comment je veux être ma société finalement, qu'est-ce que je veux proposer concrètement et quels sont les profils que je veux aider, quels sont le produit, est-ce que c'est un accompagnement, une formation que je veux vraiment proposer, et de petit à petit construire vers cette direction-là. Euh, Parce qu'aujourd'hui, moi j'aime bien le côté de 3 ans. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit lié à l'immobilier, parce que j'étais beaucoup dans ce domaine-là à un moment au départ, qui ont lancé des formations, des coachings, des accompagnements, et en fait, au bout de 3 ans, on voit vraiment ceux qui vont pouvoir rester sur du long terme. En fait, la première année, on met en place, la deuxième année, on scale, et soit on arrive à bien structurer parce qu'on avait déjà la vision long terme des pôles, etc. Soit souvent on explose un peu en vol. Donc vraiment de prendre le temps et peut-être tous les 6 mois de refaire un peu ce travail, de dire, OK, est-ce que toutes les actions que je mets en place aujourd'hui, est-ce qu'ils m'amènent dans la direction dans laquelle La vision. Ouais. j'imagine ma société Mm. plus tard? Il y aura toujours des petits changements, etc. Mais c'est de se dire, là, par exemple, je vais participer à tel événement, je vais faire telle chose. Mais Est-ce que c'est aligné? Ouais. exactement, moi, j'avais au début, mais je l'ai fait au début, tu vois, par exemple, je participais à pas mal d'événements parce que je suis un peu visible, pour les gens me connaissent un petit peu, mais je vais dire une bêtise, j'allais toucher 3, 4 personnes qui seraient intéressées. Je dis, ah ouais, c'est bien, ça me fait 3, 4 personnes qui vont intégrer l'accompagnement le mois prochain. Mais si le temps du déplacement, l'argent dépensé pour le déplacement, etc., je l'avais investi dans création de contenu ou dans un peu de pub ou dans autre chose, j'aurais peut-être pu toucher 10 personnes à une vision de 3 mois. Donc voilà, Ouais. donc c'est vraiment, c'est pas évident parce qu'au début, surtout moi de mon côté, j'ai jamais fait d'entrepreneuriat, donc je sais pas trop comment mettre tout ça en place et comment l'imaginer pour la suite. Mais c'est vraiment avoir cette vision, je pense, long terme qui permet ensuite aux personnes de se dire, OK, j'avance dans une direction et après, ben, l'idée, c'est que chaque chose que je fais, chaque action, les délégations aussi que je mets en place, c'est pour m'amener vers là où je veux aller. Trop bien. Ben écoute, merci beaucoup. Merci pour toute la valeur partagée. Si les gens veulent venir te suivre, c'est quoi le mieux? Est-ce que c'est ton compte Instagram Meraxia ou c'est directement sur Joris? Non, directement sur le compte Meraxia. Ouais, Directement ouais, sur le compte Meraxia Instagram, on répond à tous les messages directement, donc de pas hésiter. Moi, j'adore le concept. Enfin, je peux parler d'immobilier pendant des heures et des heures, donc quand on voit des personnes qui nous posent des questions un peu sur leur situation, etc., ça avec grand plaisir de pouvoir donner quelques petits conseils là-dessus et les aider. superbe. Ben écoute, merci beaucoup pour cet échange et Merci à je te toi, dis à très Aurélien. vite. À très vite. Merci.